Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, allô Benoît. Bonjour Julie. Merci aux chers auditeurs auditrices d'être au rendez-vous et merci à l'équipe du groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, puis d'ailleurs, on a un poste de recherchiste bénévole disponible si ça vous tente de vous joindre à l'équipe. Et Aline Gagné, évidemment, notre spécialiste des recherches. Oui, ben ça ferait du bien un peu d'aide. Tu aurais dû y voir la face quand elle a su que notre spécial Friends, parce qu'on a un vers Noël, un spécial Friends, il y avait 6 invités. Elle a dit, oh, elle s'est pris d'avance un peu, elle va être prête, mais quand même, un peu de renfort aux recherches serait bien apprécié. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, notre émission va porter sur deux invités de renommée du cinéma, en Al Pacino et Robert De Niro. Oui, parce qu'ils ont vraiment réussi à transcender les générations. C'est des acteurs qui roulaient beaucoup dans les années 70 puis qui roulent encore dans les années 2020. Alors, c'est spectaculaire ce qu'ils ont fait là. Ça va être très intéressant à regarder ça, surtout que sont différents en énergie. Parfait, très hâte de voir ça. Avant de débuter le- l'analyse de ces deux messieurs, est-ce que tu avais des retours à faire? L'analyse. Non, on les analyse pas, on va lire. C'est bon. Oui, excuse-moi, je voulais pas te reprendre, là, mais j'ai trouvé ça trop cute, là. On va pas les analyser, c'est pas ça qui se passe. Mais tout ça pour dire que j'ai un retour sur Molière. Bon, lors du dernier retour de Molière, il y avait un petit dragon rouge qui était venu me chercher pour me ramener à cet endroit-là où il puisait sa connaissance, sa lumière. Et la dernière fois, ben, j'ai eu un bain de lumière de cet endroit-là, mais je savais pas pourquoi, qu'est-ce que ça allait faire. Et je l'ai su en me nourrissant pleinement, en me boostant à pleine capacité de cette lumière-là. Ça m'a permis de voyager sur l'égrégore de William Shakespeare à travers le temps. Alors, c'est comme si avec le dragon rouge qui avait un petit peu grandi, OK? On a parcouru le réseau égrégore de William Shakespeare sur la Terre et j'ai été surpris de deux choses. Premièrement, malgré que c'est triste, ces pièces, puis que ça s'en va quand même dans le dramatique, hein, habituellement, là, j'ai trouvé spécial que l'égrégore soit quand même suffisamment lumineux. Et là, en se promenant dans l'égrégore, j'ai comme eu accès à tous ceux qui consommaient du William Shakespeare, que ce soit en théâtre, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la lecture chez eux, que ce soit dans les cours, que ce soit dans l'écriture, bref, tous les aspects qui sont reliés ou rattachés à l'égrégore de William Shakespeare. Je me suis promenée là-dedans quand même assez longtemps. Et c'était vraiment particulier parce que il y avait des différentes charges énergétiques, c'est-à-dire, tu sais, si on recule dans les débuts de William Shakespeare, ben l'énergie était pas pareille. À cause de l'époque, l'énergie était plus lente. Ça a été long avant que ça pogne. Un coup, ça pogne. Toute l'évolution de la lumière de cet endroit-là, comment ça s'est fait. Et là, c'est comme si je me promenais un peu dans les maisons, dans les salles de cours. Il y a des belles classes qui enseignent du William Shakespeare. Là, j'étais comme, wow, probablement des écoles en Angleterre ou je sais pas trop où. Parce que là, on se promenait un peu partout. Puis là, ben, j'ai pas eu comme la référence de dire, ah, OK, on est rendu, exemple, au Nouveau-Brunswick. Puis là, il se passe ça. Ça fait que c'est vraiment l'égrégore. Je suivais l'égrégore, puis j'ai vu ça. Ça a duré quand même un bon 45 minutes et j'ai été vraiment surprise. C'est wow, il y a beaucoup de lumière. Ça a amené les gens à travers le dramaturge.
à reconnecter avec des parties de lumière de leur essence, de leur âme. Il y a quelque chose qui est vraiment connecté avec beaucoup plus de lumière. Puis en passant au niveau des égrégores de William Shakespeare, je savais pas vraiment. C'est sûr que ça s'explique, puis c'est logique. Je dis wow, ok, il y en a, mais je savais pas ça vraiment avant. En tout cas, je m'étais pas promenée dedans et tout ça. Puis tu sais, dans les égrégores, ben ça c'est l'accumulation de toutes les pensées ou toutes les énergies de gens qui consomment ça. Tu sais, exemple, il y a des égrégores qui sont très lourds, très sales. En énergie, sur la Terre, l'égrégore le plus gros, tu ne croiras pas, Benoît, mais c'est celui de la pédophilie. Ah ouais, wow. Oui, puis il est sale. C'est un gros égrégore noir, dense, puis très chargé, très, très, très chargé. De se promener dans cet égrégore-là, premièrement, faut être très solide dans sa lumière, puis tu y vas pas là par toi-même. Il faut vraiment que tu ailles une grande assistance et accompagnement divine pour pour te promener dans ce type d'égrégore-là. Fait que je te dirais, c'est le plus lourd, c'est le plus sale. C'est le plus gros. Fait que là, quand tu te promènes dans des égrégores plus lumineux, ben c'est déjà plus le fun. Tu sais, c'est moins, il y a moins de dommages. Tu sais. Mais tu sais, tu regardes, exemple, Céline Dion, elle a quand même son égrégore. Tous les gens qui aiment Céline Dion, qui consomment du Céline Dion, etc., c'est une énergie qui est très grosse. Fait que la Terre a énormément, beaucoup d'égrégores. Puis il y en a des plus sales, puis des moins sales. Puis là, c'est ça. La surprise, c'est que malgré tout, William Shakespeare, c'était quand même assez lumineux. J'ai été surprise de ça. Et puis, ben, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point que c'est fort à travers les époques et même les cultures. Parce que William Shakespeare, mine de rien, quoi qu'il est réservé à l'élite, il y a quand même beaucoup de gens de la base, non élite, qui a passé dans cet égrégore-là d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant et captivant à quel point que les gens étaient attentionnés quand que William Shakespeare, ou en tout cas sa lumière, son œuvre, son art rentrait. Ça créait quand même des exploits d'ouverture dans la conscience des gens. Alors, j'ai été bien heureuse de ça. J'ai pas écrit un nouveau message de lui, j'ai juste comme mesuré à quel point que c'est fort et c'est wow. Fait que j'ai été surprise de ça. Voilà D'accord, mon retour parfait. sur William Shakespeare. Je veux te ramener à l'émission de Walt Disney qu'on avait faite avec Dove Cameron, Cameron Boyce et Walt Disney. C'est ça, c'est un retour récent parce que hier, Cameron Boyce il est venu me chercher. C'est pas quelque chose qui a duré longtemps, mais il est venu me voir, fait qu'il a attiré mon attention. Puis là, il me montrait un très beau sourire et il a trouvé l'endroit parfait pour lui. C'est comme un gros joyau en cœur rose, là, tu sais, comme une belle pièce de cristal, là, tu sais, avec de l'argent qui sortait puis qui se multipliait. Fait que là, je fais wow, qu'est-ce que tu as trouvé là? Tu sais, fait qu'il était content, il a trouvé un espace qui lui convient vraiment bien, où il va pouvoir y mettre tout son amour, puis il va avoir une grosse prospérité qui va se multiplier de cet espace-là. Et c'est un espace qui n'est pas sur Terre. Alors, je voulais juste vous annoncer que Cameron Boyce a réussi à trouver le parfait endroit pour sa prochaine incarnation, où là, il va pouvoir y aller à fond dans le développement de son cœur et en même temps, ben, ça va bien aider son énergie de prospérité, d'abondance qui est placée. Alors, j'étais bien contente parce qu'il a réussi à faire ça très rapidement. Il a dénoué quand même assez d'espace en lien avec des nœuds qu'il avait, entre autres avec un malaise d'entrer en relation, une gêne qui vivait dans cette incarnation-ci. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle progression de sa part, puis qui était très heureux. Alors, j'ai fait un lien j'ai fait un lien parce que on le savait avec l'émission de Robin Williams que lui, c'était plus difficile de se relocaliser pour sa prochaine incarnation, puis que c'était compliqué, là. Il y avait de quoi contre le français, il y avait si, bon, c'était compliqué. Fait que là, j'ai dit, ben Cameron, j'ai dit, étant donné que tu as vraiment développé l'excellence,
de la recherche pour justement combiner l'implication de ton cœur, ben, si tu peux, si tu as le temps, si ça marche et tout ça, de le connecter avec Robin Williams pour peut-être lui donner comment il a fonctionné pour réussir à trouver l'endroit parfait. Là, Robin, tu sais, il y a une petite aire, moi, ça y tentait pas vraiment, quoi que ce soit, mais là, étant donné que j'ai mis le spot là-dessus, que je dis, regarde, je t'ai trouvé un guide pour y arriver. T'as comme pas le choix un peu. Ben oui, il y a toujours le choix, là. Je dis, mais là, fais ton bout, fais ton bout. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai poussé Robin Williams. C'est ça, dans les faits, qui est arrivé, là, à ce qu'il puisse utiliser l'énergie rigolote s'il veut, comme mécanisme de défense. Mais quand même, de ne pas s'empêcher d'ouvrir ses horizons à quand même rejoindre une possibilité de trouver vraiment son espace, tu sais, juste au moins la volonté de se placer pour avancer, parce que on le sait, ça prend une expérience dans un corps matière, peu importe sur quel plan de conscience, là, sur quelle galaxie, sur quel univers, ou peu importe, tu sais, trouve la place où tu vas pouvoir aller expérimenter ce qui va être bon pour l'évolution de l'âme. Alors, c'était un petit peu dans les résistances de Robin Williams, puis là, ben, j'ai joué un peu là-dedans. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça marchait pour Cameron Boyce, puis il a trouvé sa prochaine place. Alors, il ne viendra pas sur la table, malheureusement, pour ses fans, en tout cas, qui voulaient peut-être l'avoir très rapidement encore à nouveau. Et j'ai comme, là, tu vois, pendant que je vous expliquais ça, il m'a envoyé, il va choisir un corps d'une jeune fille et il va être dans l'énergie rose. Alors, ça va être une jeune fille au cœur rose et qui va être très prospère dans ses talents. Probablement encore au niveau artistique, parce que ce que je voyais, il voulait être sur une scène, chanter, danser. Fait qu'il y a comme quelque chose qui va se poursuivre de ce qui avait commencé ici avec justement les films de Walt Disney. Alors, c'est très prometteur pour le jeune Cameron Boys. Très intéressant. Ben, merci du partage. Euh, je vais je vais te faire une passe parce que tantôt tu as parlé de Michelle Obama, mais je voudrais juste préciser que il y a eu des élections aux États-Unis. Puis c'est Donald Trump qui est rentré. C'est la deuxième fois qu'il gagne. Puis les deux fois, c'était euh, contre des femmes, Hillary Clinton et Kamala Harris. Donc, qu'est-ce que ça prend pour qu'une femme puisse devenir présidente des États-Unis? Je pense qu'on a peut-être notre réponse entre Michelle Obama. Bon, oui, effectivement, on a parlé de Michelle Obama, mais pas dans l'émission. On a parlé avant de commencer d'enregistrer l'émission, juste pour préciser pour l'auditeur. Hein, ils ont parlé de Michelle, j'ai manqué un bout. Non, 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 non. Oui, on a parlé avant de commencer l'enregistrement de l'émission parce que lors de l'émission qu'on avait faite sur le spécial USA, là, la fête du 4 juillet, l'année passée, on avait fait le couple Michelle Obama et Barack Obama. Et ce qui était évident, très, très évident dans le meilleur scénario potentiel d'équilibre pour le monde, pour la Terre et pour les États-Unis d'Amérique. C'était la meilleure candidate qui avait le potentiel de battre Trump. Et cette candidate-là, c'était Michelle Obama. Le problème, c'est pas les États-Unis ne sont pas prêtes pour une femme, c'était que c'est pas n'importe quelle femme qui avait la clé pour y arriver. Et la seule candidate dans tous les États-Unis d'Amérique, la seule, c'est ça qui se passe, qui aurait pu mettre Donald Trump dans sa poche et de remporter la victoire en tant que première femme des États-Unis, c'était dans le codage de Michelle Obama. Donc, tu sais, que Michelle Obama ne se présente pas pour les républicains, puis que ce soit Kamala Harris, ben, partait déjà avec une grosse, grosse difficulté en partant parce qu'elle n'avait pas le pouvoir de remporter cette élection-là et de mettre Trump dans sa poche. C'est ça qui se passe. La seule qui était capable de le battre à plate couture, puis il y aurait eu peut-être juste 37% des votes, pas plus. Fait que c'était Michelle Obama qui aurait tout raflé. C'est pas plus compliqué. Fait que les États-Unis ne sont pas prêts à avoir une femme. C'est juste que la femme qui aurait dû être là ne voulait pas. Et là, ben, ça a coincé tout le processus de l'expression du plus grand potentiel de réalisation dans la matière qui aurait pu exister, autant pour les États-Unis, autant pour le monde, autant pour elle aussi. Alors, Mac, c'est ça que ça m'est apparu très, très, très évident. Le problème, ça a été que Michelle Obama
disent non à ça. Et là, ben, à partir de là, le potentiel, le meilleur potentiel, le plein potentiel, je ne sais pas comment dire ça, là, n'a pas pu s'exercer. Donc, par conséquent, Trump est rentré. C'est pas plus compliqué que ça. Et Trump, malgré tout, est considéré par un sauveur. C'est ça qui se passe là. Donc, il y a quand même de meilleures possibilités de mieux faire les choses, entre autres au niveau des guerres, entre autres au niveau de plusieurs choses. Même si c'est un personnage très particulier, l'avantage qu'il soit rentré, il y en a un, puis ça, c'est un avantage immédiat. Si Kamala était rentrée, ben, il y aurait eu une guerre civile en ce moment même dans les États-Unis. Ça n'aurait pas été long. Le lendemain, le surlendemain, ça aurait pété, ça aurait pété de l'intérieur et ça aurait été très, très sanglant et crucial aussi dans la division des Américains. Alors, le fait que ça soit lui qui soit rentré, ben déjà là, c'est plus harmonieux. On a évité la guerre de division intérieure des Américains. C'est ça qui s'est passé. Alors, le seul avantage, c'est que là, la vie continue, même si c'est un nouveau chef. Il n'y a pas eu de division intérieure, malgré tout. Mais je vais t'avouer, j'ai travaillé beaucoup sur Kamala hier parce que, bon, on préenregistre l'émission, c'est-à-dire qu'avant-hier, il y a eu l'élection. Puis hier, ben, elle a comme appris qu'elle a perdu, si on peut dire. Alors, elle avait beaucoup de honte. Il y avait de la culpabilité là-dessus. Fait que ça n'a pas été un traitement concentré, mais je l'ai eu 3 fois où elle était prête à enlever des trucs. Fait que un petit peu de honte, là, ça avait refermé son chakra du cœur. Fait que là, oups, ça l'a libéré. Après ça, elle me remontrait une autre affaire. Fait qu'on l'a libéré. Fait que ça s'est fait en 3 parties, mais des parties très rapides. Donc, elle était prête à libérer ça. Mais il manquait vraiment quelque chose. Ça l'a nuit à sa lumière, à ses recoquillés. Puis ça n'a pas paru dans les médias non plus parce qu'elle n'est même pas sortie encore avec un discours pour remercier le peu de votes qu'elle a réussi à ramasser. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il y a quelque chose de particulier qui s'est placé. Et puis, ben, Donald Trump, malheureusement, la seule américaine qui aurait pu le battre, c'est Michelle Obama. Et ça, vous aurez pu mettre n'importe qui, ça n'aurait pas changé. Fait qu'il rentrait, sauf si c'était elle qui rentrait exécuter le grand plan dans son plein potentiel. Alors voilà, c'est le plan B qui a gagné à cause que Kamala n'était pas assez forte, n'avait pas les codages pour pouvoir le faire parce que c'était Michelle Obama l'élu. D'accord, parfait. Ben, merci de la précision. Ouais, j'aimerais faire un petit retour sur Shohei Ohtani, puisque à sa première saison avec les Dodgers de Los Angeles, il a gagné la Série mondiale. Il s'est aussi encore malheureusement blessé dans les dernières parties. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour lui de gagner un championnat. Euh, il y a un exercice de modestie qui s'est pas passé. L'ouverture du cœur n'est pas suffisant. Fait que oui, il est fier. Je dis pas qu'il est pas content ou quoi que ce soit, mais dans sa structure énergétique, c'est pas quelque chose qui est pleinement ouvert, dont la lumière pourrait passer fluidement. Alors, il y a encore des résistances de l'ego, il y a de la non-ouverture de son cœur, fait que finalement, je te dirais qu'il est coincé un peu avec cette énergie-là. Et ce que ça a fait, c'est que ça a mis de la pression sur son genou droit. Fait que c'est comme un mal-être qui, bon, il a réussi à le faire, tant mieux, il a fait ses points parfaits, mais il y a une dissonance, il n'est pas en harmonie dans son être, dans son corps, puis là, ben, ça amène ce résultat-là, c'est très clair pour moi. Maintenant, sympathiquement, je lui offre une espèce de compresse à son genou. Une compresse avec une pierre très orangée, flash, d'une lumière forte, pour qu'il puisse revenir un petit peu à de l'humilité. C'est ça que ça y prend pour au moins de l'ouverture du cœur et reconnaître son âme et assainir son énergie féminine qui a besoin de douceur, qui a besoin de tempérer pour pouvoir arriver à une ouverture énergétique de son être. Alors, on va le tracer comme ça. Cela dit, on voit la pression et l'influence du père. Pourquoi? Parce que ça amène un petit peu de lourd. Ben,
c'est des raideurs qui sont dans le plexus, mais à plus de forme circulaire. Donc, ça touche le centre de l'anneau du chakra. Alors, ça, c'est ça. Son père, il amène une certaine cristallisation ou une raideur dans ses énergies. Fait qu'il n'est pas assez décollé, si on peut dire, de l'énergie du père. Tu sais, tu vois, des fois, on dit, ouais, c'est un gars qui est encore en dessous de l'Égypte de sa mère, là. Ben, dans ce cas-ci, le père il a pris trop de place. Fait qu'il y a de la misère à être qui il est. Alors, ça va y prendre plus de douceur, plus d'harmonie pour juste se tasser peut-être de 2, 3 mètres et là, de dire, je reprends ma place à moi, et de s'ouvrir là-dedans et là, d'avoir une meilleure circulation avec son jaune et du orangé. Puis là, sa modestie, son humilité va mieux ramener l'équilibre dans son corps. Puis, la guérison se passe là pour lui. OK, parfait. Je voulais revenir sur les deux invités de l'émission précédente en Meryl Streep et Robert Redford. Donc, j'ai fait des petits liens avec d'autres célébrités qu'on a déjà vues. Alors, Meryl avait dit de Robin Williams, dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui était une âme très généreuse. Il y a aussi Jim Carrey qui avait rendu hommage à Meryl lors d'un gala. Elle a joué aussi avec Taylor Swift dans le film de Giver, puis il y avait une belle complicité entre les deux. Puis finalement, elle a aussi joué avec Emma Watson dans Little Women. Bon, écoute, de ces quatre choses ces quatre personnes-là, des quatre lignes que tu viens de me dire, le plus surprenant, ça a été Jim Carrey, parce que Jim Carrey, quand tu as dit il a rendu hommage, moi j'ai vu qu'il a déjà été marié avec. Wow! Fait que c'était vraiment un hommage prenant et sincère, ça c'est clair. Il la reconnaît comme une femme tendre, ça y amène de la douceur et de la gaieté dans son cœur, puis Meryl le fait vibrer. Fait qu'il y a encore une espèce de lien de chimie invisible et inconscient. Puis Jim le reconnaît ça parce que de la manière que c'est placé dans son chakra-cœur, tu vois qu'il aime encore profondément. Tu sais. Fait que ça vient d'un amour. Reculé, je te dirais, 1200 ans après Jésus-Christ, c'est peut-être un petit peu dans le temps médiéval, si on peut dire, là, à un certain niveau. Puis Jim était homme, Meryl était femme, mais elle était femme beaucoup plus petite. Là, je sais pas, j'ai combien, 5 pieds 6, 5 pieds 7, je sais pas, mais dans ce temps-là, on était peut-être 5 pieds, là. Fait qu'une toute petite femme, puis Jim, il était un petit peu plus musclé, puis un petit peu plus corpulent, tu sais, un costaud. Fait que ça faisait un drôle de mix, mais ce qu'il faisait, c'est que il s'aimait beaucoup, il était très rigolo. Et Jim avait commencé un peu le développement de dons de la musique malgré tout. Fait qu'il y avait comme quand même quelque chose qui s'était tracé dans l'équilibre du bonhomme. Parce que quand tu regardes le bonhomme, tu dis, oh, il saisit, là, tu sais, c'est pas le genre de modèle qui inspire l'amour et tout ça, mais il y avait quand même une douce sensibilité au-delà de l'image corporelle. Et puis, Meryl riait beaucoup, beaucoup avec lui. Fait que aujourd'hui, cette complicité-là est pareille. Parce que quand tu as parlé qu'il a rendu hommage, moi, ce que j'ai vu dans les yeux de Meryl, c'est que Jim le fait rire énormément. Et ça continue cette complicité-là, là, invisible qu'ils ont. Maintenant, ben, chacun de leur côté, parce que, bon, c'est pas dans cette optique-là que la relation et l'expérimentation continuent dans cette incarnation-ci. Mais il y avait quelque chose. Bon, pour Robin Williams, je reviens là-dessus. Robin Williams, elle a comme une espèce de euh, regret ou peut-être amertume. Bref, il y a quelque chose qui est venu la toucher, peut-être par rapport à sa mort. Puis elle a un problème avec ça, fait qu'elle a refermé un peu. Fait que c'est comme si, oui, elle l'aimait, elle l'admirait, elle le trouvait bien drôle, puis bien le fun. Mais quand il est mort, ça l'a affecté. Donc, il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça a refermé un peu son chakra du cœur, puis qu'il y a une petite amertume là-dessus, ou une déception, ou quelque chose. Peut-être un sentiment d'impuissance de pas pu l'avoir, de ne pas l'avoir aidé ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui a stagné parce que ça a bloqué, puis il n'a pas réussi à le dépasser comme tel. OK, parfait.
Attends Oh, un petit oui. peu, excuse-moi, je viens de voir. Emma Watson, c'est une incarnation reculée aussi où sont trois sœurs. Et Emma Watson, Meryl Streep sont les trois sœurs. Alors, elle a une relation avec elle de type fraternel. Ça a dû aussi. Puis, ce qui est le fun, c'est que ce qu'elle vient de me dire maintenant, c'est que elle a beaucoup de reconnaissance pour le talent d'Emma Watson. Fait que le fait qu'elle soit rendue là, pour elle, c'est pas une fierté comme telle, mais il y a une reconnaissance de son talent puis une satisfaction que les gens le reconnaissent. Fait que c'est quelque chose qui l'a valorisé, comme une grande sœur, exemple, qui est contente que sa petite sœur fasse son chemin. OK, parfait. Pour Robert Redford, il était très impliqué dans des documentaires pour la protection des environnements. Puis il y avait aussi Harrison Ford puis Julia Roberts qui avaient aussi participé à des documentaires dans le même sens. Ouais, ça c'est important parce qu'il s'est carrément investi dans cette mission-là, Robert Redford. Mais il est un petit peu plus, bien qu'il soit bien centré, OK, il y a un espèce de réflexe de jugement. C'est pas qu'il ne reconnaît pas Julia ou qu'il ne reconnaît pas Harrison Ford dans l'expression de cette évolution-là concernant les environnements, mais c'est un individualiste, tu comprends-tu? Il est pas mal tout seul là-dedans, fait que les autres fassent ça, ça le dérange pas tant, ni positivement, ni excuse-moi, j'ai eu de l'interférence. Ce que je vois, c'est que la connexion avec Harrison Ford, il y a un respect entre les deux, ça c'est clair, mais il y a quand même une certaine distance. Donc, il est plus froid. Il est comme tourné, c'est un individualiste. Fait que même Harrison Ford n'arrive pas à connecter avec Robert Redford, là, tu sais, puis de développer quelque chose. Il y a vraiment un repli sur lui dans l'individualité. Fait que, puis même quand je regarde Harrison Ford est probablement plus ouvert et plus réceptif à la présence de Robert, mais Robert moins. Donc, c'est pas qu'il respecte pas Harrison Ford, mais il n'y a pas de connexion comme telle qui fait en sorte qu'il a le goût de sortir de cette individualité-là qu'il est. D'accord, parfait. Puis, il y a une chose intéressante que j'ai appris, c'est que l'émission qu'on avait faite l'année dernière sur Bobby Jones, on avait parlé du film The Legend of Bagger Vance qui portait sur sa vie et dans laquelle jouaient Will Smith et Charlize Theron. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est Robert Redford qui a réalisé ce film-là. Ah, c'est très excellent, à me dire, là, puis je suis contente que tu me dises ça parce que la légende de Vagabond, c'est vraiment dans mes meilleurs de Robert Redford. Tu sais, je regarde, tu sais, j'ai regardé tous ses films d'acteurs, ben pas tous, là, mais il est pas venu me chercher comme tel, mais dans sa réalisation, moi, j'ai adoré, là. Fait que je suis contente que tu me dises ça, c'est le fun. Excellent. Donc, ça conclut les retours que j'avais à faire. Bon, excellent, Benoît. Je veux juste conclure en disant que Patrick Roy, tu as parlé de sport tantôt, mais faut que je rentre un peu, Patrick Roy. Euh, Patrick Roy, ben, quand on a fait l'émission avec Mario Lemieux puis Wayne Gretzky, on avait fait déjà avant beaucoup de sportifs. Puis ce qui était rehaussé de cette émission-là, c'est que dans toutes les athlètes qu'on avait faites, Patrick Roy, c'était vraiment celui qui a le don de gagner à sa plus haute expression. OK? C'est le meilleur gagnant de tous les sportifs qu'on avait vus. C'est ça sa particularité. Et puis là, dans les retours qu'on a faits par la suite, ça s'est vraiment très précisé, comme quoi que c'était lui vraiment qui avait la capacité de rehausser une équipe, de redresser une équipe, puis de l'amener justement à la victoire, y compris, entre autres, pour le Canadien, si il y aurait porté vers ce potentiel-là, s'il n'avait pas été bloqué vers la tête haute du Canadien. Et ça, c'est le gros problème. Mais là, tu vois de la manière qu'il a réussi à développer son don du gagnant avec son équipe des Highlanders, excusez. Là, il y a quelque chose de particulier qui est en train d'être prouvé, comme son don du gagnant est en train vraiment de modeler toute son équipe puis d'arriver à des résultats spectaculaires. Une équipe tellement bien organisée que quand
il y a eu un match là, avec le Canadien récemment, puis écoute, Patrick Roy, toute son équipe était coordonnée, toutes les places étaient pensées, toutes synchronisées, etc. Ils ont écrasé le Canadien. Comme plus un club d'école où va au bon vent t'amène et puis whoop, là tu te fais saisir pour justement par une équipe bien coordonnée, bien affiliée. Alors je voulais juste comme être contente de ça parce que justement il est en train de titiller l'espèce d'ego canadien qui empêche justement la pleine réalisation de la victoire, comme si le Canadien avait un programme d'auto-sabotage, puis depuis que le Patrick Roy est parti en 93, et qui n'ont pas réussi à le remonter à un haut niveau. Là, tu vois, Patrick Roy aurait été la solution de ce qui a été brisé avec son départ. Puis là, ben, le Canadien ne veut pas, mais là, il est en train, le Canadien, de voir à quel point il passe à côté de quelque chose qui aurait pu être très, très, très bénéfique pour les Québécois, pour les fans du Canadien de Montréal et pour la Ligue nationale aussi. Donc, Patrick est en train de le réaliser ailleurs, sous nos yeux, ah, puis nous, on continue d'espérer à ce que ça se règle, puis qu'il les ramène au bercail. Fait qu'en tout cas, je voulais juste vous dire que c'est très intéressant tout ça. Et puis, dans un retour que j'avais fait avec Patrick Roy, je disais à un moment donné, ils vont arriver à en faire pleurer des gens qui vont regretter d'avoir passé à côté de cette semence de la victoire-là. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a des manifestations, il y a des preuves qui se fait. Et puis, c'est stimulant de regarder ça, de voir comment que le Canadien va finir à mettre fin à cette guerre-là. Et pendant ce temps-là, ben lui, il gagne la sagesse, il gagne en crédibilité, il gagne en réputation, il gagne en victoire, il gagne encore. Voilà le dernier retour que je voulais faire aujourd'hui. Parfait, ben merci. En fait, je dresse un petit parallèle entre Patrick puis Michelle Obama, parce que c'est deux personnes qu'on souhaiterait voir dans des postes clés, puis on espère les voir éventuellement dans ces postes-là. Ah, écoute, qu'est-ce que ça va prendre pour que la personnalité enlève le bloc? C'est là. Parce que dans tout plein potentiel possible, c'est la personnalité, l'ego qui bloque. Et là, qu'est-ce qui bloque la personnalité, l'ego? Ben là, il y a des codages, il y a du karma, il y a des blessures, il y a des mémoires, il y a un paquet de raisons qui fait qu'un coup c'est libéré, là, ça peut revenir. Ça peut revenir à une certaine limite. Tu sais, à un moment donné, quand Patrick Roy va être rendu à 80 ans, puis là, le Canadien va dire OK, viens-t'en, ben là, c'est comme le train il est passé. Là. À un moment donné, il n'était Mhm. pas allumé avant. Puis même au niveau de Martin Saint-Louis, ce que ça fait quand c'est pas de ta place, puis c'est pas de ton poste, ça y met une pression très difficile. Et là, il y a de la misère à garder son vestiaire, il y a de la misère à développer sa crédibilité. Il pense encore pour un coach, puis oui, et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas sa place parce que c'est pas lui qui était supposé d'être là. Puis écoute, je te dis, la lumière de la victoire a été dans le tapis, comme si c'était allumé au 220. Si Patrick Roy aurait été là, ça aurait pas été la même dynamisme. Puis les partisans auraient été beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus présents, beaucoup plus enjoués. Fait que ça a des répercussions de faire des mauvais choix en ne mettant pas les bonnes personnes à la bonne place. Mais dans le cas de Michelle Obama, c'est son choix. Bah, c'est son choix que tout le monde n'a pas le choix de respecter, mais tu sais, j'ai essayé, hein, Benoît, on lui a écrit à Michelle Obama, ben, en fait, à sa publiciste, là. On lui a dit, écoute, c'est vraiment elle, faut qu'il prenne. On a essayé, on l'a vu, mais c'est ça la médianité. Tu regardes les choses, puis tu peux pas nécessairement tu sais, il y a un sentiment d'impuissance dans la matière, là. Tu sais, t'as beau dire, je vais y communiquer, puis lui expliquer que c'est vraiment elle, il faut qu'il soit là, mais tu sais, j'ai pas eu de réponse, là. Je sais même pas si ça s'est rendu jusqu'à elle. Ouais. À suivre. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on est prêt à entamer l'émission sur Al Pacino et Robert De Niro? Oui, Benoît Chaînon, super. Parfait. Donc, on commence avec Al Pacino. Oui, 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 oui. Quelle couleur crois-tu qu'il est dans son âme? Al Pacino. Hmm, bonne question. Il Un- est particulier, OK? Je vais te le dire, là.
à la base, quand Al Pacino a commencé, il y avait du blanc, du orange, puis un peu de jaune. Ça, c'est l'empreinte avec laquelle il est arrivé. Mais en cours de chemin, il a quand même fusionné avec les bleus indigo pour sa prochaine phase d'évolution après cette incarnation-ci. Donc, avec le temps, le bleu indigo a commencé à rentrer dans ses énergies. Et puis là, je dis pas que c'est un bleu indigo dominant, mais si tu le regardes aujourd'hui, tu vois encore la trace du orangé qu'il portait quand il était jeune, mais c'est plus le bleu indigo qu'on regarde. Alors, il a réussi à faire une évolution importante pendant cette incarnation-là pour arriver à changer de fréquence, tout simplement, d'âme. Donc là, il y a quelque chose qui l'a amené à être davantage beaucoup plus solide. C'est parce qu'il a pris le temps de faire des bonnes introspections, de se poser les bonnes questions, de faire les bonnes ouvertures pour arriver à intégrer par le silence. Hein? Parce que c'est pas un modèle qui communique, ça, je te le dis tout de suite. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui chamine de l'intérieur avec son intelligence et grâce à sa supra-intelligence, il a permis d'ouvrir la voie aux Bleus Indigo qui sont venus l'aider, si on peut dire, et le supporter. Et ça marchait parce que il porte en lui une belle reconnaissance pour l'énergie maternelle. Alors ça, c'est particulier. C'est le premier qui a autant de reconnaissance pour l'énergie maternelle. Et ça lui a permis d'avoir un certain réconfort, mais c'est pas le bon mot, un bon support qui a fait en sorte que son introspection a pu bien marcher. Et comme c'est un observateur avec un regard très fin, hein, il voit, quand il décide de voir, il voit tout à la perfection, les détails et tout. Sinon, il s'en occupe pas, puis il ferme, puis il tombe un petit peu dans son ego. Et là, quand il est plus dans cette forme-là, si on peut dire, là, il retombe un petit peu plus dans son orangé avec du blanc. Fait que, il est un petit peu difficile à suivre et à cerner, mais quand tu l'as en face de toi, puis il est très solide dans qui il est, ouf, le bleu indigo est très fort et il y a une petite ouverture vers le vert, c'est-à-dire qu'il a réussi quand même à apporter de la guérison sur ces espaces, mais c'est pas une couleur qui porte dans l'âme, c'est une couleur qui, un coup qui est bien présent, qui est toute là. Là, tu vois qu'après le bleu indigo, tu as de l'énergie du vert qui vient ben, le supporter aussi ou de l'amener un petit peu plus loin. Mais dans sa prochaine incarnation, il s'en va pas dans les verts, puis dans cette vie-ci, il a presque pas utilisé son vert. Mais en tout cas, il y a une petite tache de vert qui, en arrière de son bleu indigo, quand il est solide, quand il est bien là, c'est comme ça. Il y a une énergie de guérison qui lui a permis de faire un changement d'âme, de fréquence pendant son incarnation. Aide-moi, il y a quel âge? Ouais, parce que moi, je vois un 86 ans, mais je peux me tromper. 84 quand même, puis il mesure 5 pieds 5, 5 pieds 6 dans ces coins-là. Ah ouais, bon, ben écoute, il y a quelque chose qui est placé pour ses 86 ans, OK? Est-ce que c'est une sortie qui va décider de quitter son corps? Je crois pas. J'ai pas d'indication là-dessus, plutôt. Mais il y a il y a un volte-face qu'il va faire par rapport à la reconnaissance de qui il est et il va connaître une illumination quelconque. Donc, ça veut dire que il reste 2 ans avant d'atteindre ce niveau de conscience-là plus élevé. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Comment ça va se passer? Je n'ai pas d'indication, mais il s'en va vers une ouverture, une belle présence de qui il est et c'est vraiment quelque chose de particulier qu'il porte dans ses énergies. Puis encore là, tu vois, avec ses 84 ans, là, il porte encore la reconnaissance pour l'amour maternel. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère pour que ce soit comme ça, ainsi dans ses énergies. Mais je sais que ses parents se sont divorcés lorsqu'il avait 2 ans, puis en début vingtaine, sa mère, son grand-père, puis ses deux meilleurs amis sont décédés. Bon, quand tu as parlé que ses parents se sont divorcés à l'âge de 2 ans, j'ai vu son premier spot vert apparaître.
Fait que ça, c'est particulier parce que je le voyais comme en arrière de son bleu indigo, mais là, quand tu as parlé que ses parents se sont séparés, j'ai vu son blanc, j'ai vu son orange, puis j'ai vu un spot vert. Alors, ça a été très important pour lui que ses parents se séparent parce que ça lui a permis d'apporter de la guérison sur quelque chose dans son plan, dans ses énergies, à ce moment-là. M'a dire non seulement ça, mais l'énergie maternelle est quand même bien protégé, hein. C'est comme dans une belle bulle que j'ai comme l'impression qu'il n'a pas réussi à aller chercher ce réconfort-là au niveau de sa vie amoureuse. Puis quand je le regarde, ses énergies, c'est pas un homme qui s'est impliqué dans sa vie amoureuse. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans les notes que tu as, mais c'est comme s'il a réussi à aller chercher ce qu'il avait de besoin dans le réconfort et l'amour maternel, que ça a pas, que le mariage n'a pas réussi à le suffire. C'est particulier, c'est ça que je te disais avec Al, c'est que ça ressemble à quoi sa vie amoureuse, parce que moi, ce que je vois, c'est que ça marche pas. Il a essayé, ça n'a pas marché, il a essayé, ça n'a pas marché, il a essayé, ça n'a pas marché. C'est ça que je vois, moi, de sa vie amoureuse. Oui, exact. Il y a eu peut-être 5, 6 relations d'importance, puis il y a eu 1, 2, 3, 4 enfants. C'est comme si sa mère avait tellement bien fait les choses que les femmes n'ont jamais réussi à le comprendre ou à l'aimer pour qui il était. C'est ça qui est triste, puis c'est ça qu'il y a dans son cœur, et il y a de la tristesse reliée à ça. Alors ça, c'est un cas d'exception, comme je te dis, quelqu'un qui a vraiment réussi à créer une belle symbiose de reconnaissance et d'amour maternel, et ça a percuté l'ensemble des relations qu'il a pu avoir avec d'autres femmes qui l'ont suivi. C'est particulier et dommage. Puis en passant, je veux juste te dire que c'est une âme qui est très près de Dieu. Donc, il y a une foi très particulière. Puis quand il est dans son énergie de foi, il tombe dans un magnifique jaune, un jaune étincelant. Fait que tu vois qu'il est près de sa lumière, de sa foi, de sa spiritualité d'une manière ou d'une autre. C'est pas quelque chose qui est endoctriné. Je le vois pas aller à l'église puis se limiter aux doctrines religieuses, mais par rapport à sa connexion avec Dieu, sa foi, là, il y a un niveau de maîtrise à ce niveau-là parce que quand il se met dans cette fréquence-là, il est tout jaune. Donc, sa spiritualité fonctionne. OK, parfait. Comme première trame, tu avais choisi le tango dans Scent of a Woman. Ouais, ben, on peut pas passer à côté de ça, hein. C'est dans ses gros rôles. Puis j'aime beaucoup Chris O'Donnell avec qui il partage la vedette. Puis c'est vraiment quelque chose qui a mis en valeur un Al Pacino avec beaucoup de classe. Tu sais, une certaine noblesse, avec un grand ressenti, une grande intelligence. Puis c'est un rôle qui lui convient bien parce que c'est ça qu'il est, c'est ça qu'il porte dans le fond. Fait que quand tu t'en vas dans des rôles comme ça, puis en plus, tu vois, ce tango-là, il le fait aveuglément, il voit, mais le personnage est aveugle, mais tu dis, wow, comment un aveugle peut arriver à être aussi près des sens, puis c'est pour ça que ça amène l'intensité, à limite un peu de passion qu'il porte envers la musique, puis en passant, il l'a ça aussi. Fait que je trouvais que c'était bien représentatif. Parfait, merci. Hum, en fait, tu parlais qu'il était très proche de sa mère. Il y avait aussi, il y avait 4 sœurs euh, comme fratrie, mais pas d'autres frères. En fait, dans sa jeunesse, il y a eu plusieurs défis d'alcool et de drogue. Ouais. Oui, parce que tu vois, la drogue, on le voit encore au niveau du cerveau, fait qu'il a arrêté d'en consommer, ça c'est sûr, mais ça fait un dommage, puis le dommage, il fait encore un poids sur son cerveau. Fait que c'est quelque chose qu'il a pas réussi à nettoyer. Ce qui est intéressant, c'est il a été intéressé au cinéma et au théâtre dès un jeune âge, puis par plusieurs reprises, il a essayé euh, d'être accepté dans des écoles de théâtre, puis il a essuyé plusieurs refus, mais finalement, une fois qu'il a été accepté, là, sa carrière est partie en flèche.
Oh, écoute, j'ai vu tellement d'affaires. Premièrement, c'est pas une incarnation qui est très très loin. Je vois à peu près 1810 et justement, il enseigne le Shakespeare dans une école de théâtre. OK? Hmm. Ah, j'ai des frissons OK. bord en bord. Puis en passant, quand tu as dit qu'il y a eu plusieurs refus, quand le premier oui est rentré, c'est l'énergie du verre qui a amené la guérison pour que ça s'ouvre. Fait qu'il y avait probablement une limite, un karma qui faisait en sorte que ça passait pas. Mais à un moment donné, il y a eu un apport de guérison qui a fait en sorte que ça a ouvert. Puis c'est pas le théâtre qui était là pour lui dans cette incarnation-ci. Il avait fait le tour du théâtre. Il n'y a plus rien là-dedans pour lui aujourd'hui. Donc, en montant son niveau avec le cinéma, là, il a pu aller chercher l'expression de d'autres de ses espaces. Et là, je m'en vais dans la direction que le verre me montre encore. OK? C'est comme si quand il est rentré dans des rôles plus de mafioso, plus de méchants criminels intelligents, je fais entre autres référence à Heat, qui a fait avec Robert De Niro, justement. C'est l'énergie du verre qui a opéré tout ça. Pourquoi? Parce que, justement, euh, Robert De Niro, je vais en parler tout de suite, là, il est vert et blanc. OK? Fait que c'est comme si, à un moment donné, le verre est arrivé à des espaces très précis et a influencé précisément à des espaces pour le préparer à. Et la partie mafioso qu'il avait exprimé à travers ses rôles était nécessaire pour apporter de la guérison. C'est un karma là-dessus, puis il était pas en paix non plus avec son père. Fait qu'il y a comme c'était évident qu'elle allait passer là-dedans au niveau de ses rôles. Ça, c'est incontournable. Et puis, ce que je peux rajouter de plus par rapport à ça, c'est que il a réussi à vider son tiroir de mauvais karma sans nécessairement être écorché. Parce que quand tu passes dans le rôle, ben, t'as pas les répercussions et les conséquences dans ton expérience. C'est un rôle, c'est fini, on passe à d'autres choses. Donc, il a réussi à mettre fin au karma par rapport à ces rôles-là parce que justement, il y a eu de l'aide, du vert pour et du blanc, évidemment, pour arriver à épurer tout ça. Et là, c'est parce que je les ai mis en face avec Robert De Niro dans ce film-là, ben, il était plus orangé, puis Robert était blanc et vert. Fait que dans ce film-là, il est orangé, puis Robert est vert. Donc, ça a apporté l'espèce de chimie, la différence des teintes, en tout cas, entre les protagonistes, mais aussi par rapport à leur évolution d'âme. D'accord. Il a effectivement laissé sa marque dans des rôles de mafioso, mais une chose que j'ai trouvé intéressante, il a dit qu'il a essayé en début de carrière de faire du stand-up, mais il voulait pas être drôle tout le temps. Puis que bien qu'il a surtout joué des rôles dramatiques, un des rôles qu'il a préféré, c'était un rôle dans Jack et Jill avec Adam Sandler. Il a dit, j'ai toujours voulu faire de la bonne comédie, mais la raison que c'est un de mes films préférés, c'est que ça a changé la perception des gens, que les gens ont de moi. Ben, tu vois mon image que j'ai mis avec la tasse de café puis le cœur, là. C'est en fonction de ça, justement. À un moment donné, il fait une publicité de Duncachino, de Dunkin' Donut avec du café. Parce que là, j'ai eu de la misère à dire quelle image que je mets pour Robert De Niro puis Al Pacino. Puis je dis, bon, ben, je vais prendre le café de Jack and Jill avec Adam Sandler. Écoute, ce que je peux te dire, c'est effectivement, il amène vraiment une contribution extraordinaire avec son désir de faire de l'humour, mais en même temps, il y a un cadre très sérieux. Ce que je peux te dire, par exemple, là, c'est que il y a un problème profond d'insécurité, puis ça, c'est dans son bleu indigo en passant. Et c'est une personne qui est très, très, très insécure parce qu'on le voit au niveau de ses reins, de ses surrénales en arrière, c'est atrophié. Alors, je ne sais pas si sa fortune personnelle était estimée à combien, mais ce que je comprends, c'est que c'est une personne très intelligente avec ses ressources financières et il doit être cheap ou Picsou ou il y a quelque chose qui pense pas comme s'il y avait tout le temps
peur d'en manquer, puis d'en manquer, d'en manquer. C'est le genre de personne qui va mourir, puis qui va s'enterrer avec sa richesse. Ça, c'est mort comme Crésus, là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bloqué, check bien ça, à la base de son pelvis, puis ça c'est attaché également dans son plexus. Et ça, c'est le genre de crise de peur d'en manquer qui se projette au niveau humanitaire aussi. OK? Fait que la peur d'en manquer pour lui, c'est une chose, mais la peur d'en manquer, sa planète vient le perturber également énormément. Donc, moi, ce que je vois à cause de l'atrophie qu'il y a au niveau de ses insécurités, OK, rénales, entre autres, c'est que, il n'a pas réussi à le défaire et à le dépasser. Autant qu'il a réussi certains aspects de son évolution, puis qu'il a été guidé pour libérer beaucoup de choses. Mais ça, c'est tellement très ancré, profond. Ça vient d'une incarnation en Inde où ce qui a tout perdu. C'était un jeune homme, écoute, très prospère. Il avait 18 ans, il était très belle, puis il avait réussi dans une énergie orangée. Il était encore orangé dans cette incarnation-là. Il avait vraiment réussi à ramasser beaucoup d'argent. Et il a tout perdu du jour au lendemain, puis ça le défait, ça le démonté, ça le démolit, OK? Assez profondément qu'aujourd'hui, ça lui prend à la gorge, il est encore attaché sur des peurs de tout perdre. Et comme toute dépense, c'est calculé intelligemment, mais tu sais, c'est comme, ben voyons, tu peux te permettre ça, là, t'en as plein. Non, il va de façon drastique. Il se comporte comme quelqu'un, comme un directeur de banque pour ses propres finances. En tout cas, c'est pas facile d'y sortir un sou. Puis je suis même curieuse de voir où est-ce qu'il a décidé d'en sortir, exemple, pour ses bonnes causes. D'accord. Ben, en fait, pour les causes, il y a le sida, les abus, Croix-Rouge, Amnesty International, mais aussi enfants défavorisés, sans-abri et sinistrés, soutient aussi les arts, famille, droits de l'homme et éducation. Bon, toutes ces causes-là existent grâce à son orangé. C'est son orangé qui veut contribuer. Puis quand je te parlais qu'il y avait des insécurités humanitaires, OK? Ben pour lui, mais pour l'humanité aussi, là, je suis contente de ces causes parce qu'il essaie justement de paver à ça pour que ça arrive, entre guillemets, et que ça va chercher. On montre une incarnation où, au contraire, il y a une grosse, grosse sécheresse. Le village n'a plus d'eau. Le désert, c'est très, très chaud. Puis il est en grosse détresse. Fait que tu vois que c'est quelque chose aussi qui l'a marqué dans son livre de vie et que ça l'influence encore aujourd'hui. Le sida, c'est important qu'il passe par là parce qu'il a compris la brutalité de ses expériences faites, entre autres, avec la drogue et l'alcool. Donc, probablement des consommations de relations avec des femmes non protégées, etc., etc. Il sait qu'il s'est fait prendre, entre guillemets, là-dedans. Fait qu'il trouve que c'est un jeu dangereux, puis il voulait comme trouver des moyens pour arrêter un petit peu ce fléau-là. Fait qu'il est cohérent, c'est ça qui est intéressant à voir. Sa valeur de fortune est estimée à combien aujourd'hui? 120 millions. Ah, quand même, quand même. Puis tu vois, quand tu as dit 120 millions, j'ai vu un peu de vert, un peu de son orangé, puis de son blanc, avec un peu de jaune. Fait qu'il l'a bien fait. Il l'a bien fait à ce niveau-là. Puis c'est particulier parce que autant que son argent a été fait sur des couleurs, mais en même temps, la gestion de son argent est faite par les bleus indigo. Fait que ça aussi, c'est particulier dans ses énergies de voir la différence entre les deux. Fait qu'il fait son OK. argent avec ses autres couleurs, mais il l'administre avec le bleu indigo. Mais, et ses insécurités, évidemment. Fait qu'elle, écoute, 84 ans, 140 millions, puis à être insécure de même, c'est triste. Moi, j'ai un peu pitié de ça parce que ça l'a comme déformé, si on peut dire, son expérience sur Terre. Puis, en tout cas, c'est par l'énergie du jaune qu'il y a quelque chose qui peut se reconnecter. Fait que, il a été curieux que je l'aie vu, il m'a regardé. Fait que j'ai dit, ben regarde, on va accentuer justement à ce qu'il puisse se redresser par la joie de vivre. Ça y prend plus de joie. C'est ça qui se passe. C'est la combinaison qui y manquait dans son équilibre. Alors, c'est par le jaune qu'il va y arriver. Euh,
puis ce que je peux lui bénir aussi, c'est qu'il y a une protection angélique à cause de son silence. Ça joue sur son système nerveux, ça bloque son chakra de la gorge, etc. Alors, il y a un ange jaune qui a accepté justement de pouvoir l'aider là-dessus. Puis en même temps, j'ai réactivé sa boule de réconfort avec sa mère. C'est comme si elle était là, mais en même temps, juste de la réanimer, de la réactiver, il va être plus facile à ouvrir davantage et à profiter plus de la joie de vivre. Alors, c'est vraiment l'antidote. Puis là, la mère de sa mère est là aussi, puis elle participe à cette concoction-là que son âme est prête à recevoir, entre autres par le biais de sa lignée maternelle. Et puis, tu vois, il vient de le recevoir, puis il y a un petit peu de rose que j'ai. Fait que ça a bien fonctionné. D'accord. Mais en fait, pour enchérir ce que tu disais, j'avais une note qui disait qu'il a souvent hésité pour être payé suffisamment, justement, pour ses rôles. Puis, il a joué dans The Devil's Advocate avec Keanu Reeves. Puis Charlize Keanu Theron Reeves aussi. Charlize ajoute aussi. dedans. Ouais. Puis Keanu Reeves, il a accepté une réduction de salaire pour convaincre Al Pacino de participer pour qu'il ait assez d'argent à son goût. Ah, et il voulait vraiment avoir Al Pacino parce que c'était vraiment la personne pour le rôle. Puis effectivement, il était excellent là-dedans. C'est un très bon film. Très, très bon film, justement, où ce que ben, les tentations de l'ego, hein, l'ego, le diable, jouer avec le pouvoir, etc. Il y a beaucoup de contenu dans ce film-là. Et trois excellents acteurs. Puis Keanu Reeves, il est plus détaché par rapport à l'argent que Al est. Al, il est vraiment comme dans l'insécurité, puis tu vas le chercher comme ça. Keanu Reeves il est plus gentil, tu vas le chercher avec une ambiance extraordinaire, une bonne relation avec les autres. Tu vas le chercher sur l'environnement comme tel, tandis que l'autre, il est au cash. Mais c'est important parce que ce qu'il a apporté n'aurait pas été égalé si ça avait été quelqu'un d'autre. Il a été vraiment visionnaire, Keanu Reeves, là-dessus. C'était vraiment Al Pacino qui pouvait jouer sa limite avec le diable, l'ego, etc., le personnage, la confiance, l'audace qu'il porte. Et ça a été très amusant pour lui. Ce que je vois, c'est qu'il a eu beaucoup de plaisir à travailler là aussi. Puis, écoute, Charlize Theron, il la trouve tellement belle, là. Il a fait fondre. Fait que de pouvoir jouer là-dessus, écoute, ça a été. Il y a eu beaucoup plus de richesse que le cash que Keanu Reeves s'est sacrifié pour y aller. Et je crois même que le box-office de ce que ça a généré, ben, il a pu se récupérer là, l'argent qu'il avait investi là-dedans. Fait que ça a été un bon gambling pour y arriver. Mais c'est ça, ça fait partie des hautes, comment je pourrais dire, des hautes sphères de conscience que Hall a introspecté. Tu vois, autant que je te disais qu'il y avait une belle culture spirituelle en arrière, non endoctrinée, mais en même temps, les limites du diable, de l'ego, etc., c'est quelque chose qui a la sensibilité pour pouvoir suivre la trace. Alors, c'était vraiment un film qui a réussi à se développer à sa plus haute expression. Fait que ça n'aurait pas eu cet effet-là avec un autre que Al, évidemment. D'accord. Côté santé, on a déjà parlé des problèmes de drogue puis d'alcool, puis dans sa jeunesse, puis il disait que c'était entre autres pour pouvoir mieux gérer sa célébrité. Il a été insomniaque suite à plusieurs décès dans sa famille. Puis tout récemment, lors de la pandémie, il a échappé de peu à la mort parce qu'il y avait la COVID assez forte aussi. Euh, Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est son cœur, le problème, là. C'est sûr que la COVID, ça n'a pas aidé et tout, mais c'est plus son cœur qui a des résistances. En tout cas, s'il y a un problème là-dessus, ça risque plus d'être au niveau de son cœur. Euh, il y a l'espèce de mort qu'il a failli passer a été très éprouvante parce que tu regardes, c'est ancré dans son chakra hara et ça monte à gauche un peu. C'est une barre qui est au niveau de son plexus, puis ça monte. Fait que tu vois que ça l'a ébranlé, mais ça a été un contact essentiel parce que il y avait à lâcher prise sur beaucoup de choses. Puis il y a de l'arthrite au niveau des mains, je viens de le voir, là. Il y a de la misère, entre autres, avec sa main droite.
Fait que il y a des lâcher prises qu'il n'a pas réussi à faire et de penser dans cet effet de COVID-là, ça a été très difficile parce qu'au début, quand tu as commencé à parler, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça a des répercussions sur sa brèche mentale, sur son corps mental, il y a des brèches. Tu sais, quand tu dis qu'il y a de l'insomnie par rapport au décès qu'il a vécu, il y a effectivement quelque chose à travailler avec la mort. Ça, c'est pas comme passé. Et là, en frôlant la mort avec la COVID, écoute, il est tombé dans le désespoir, mais ça a été créé justement pour l'aider à lâcher prise, puis enlever des freins aussi au niveau de son ego. Donc, c'était un processus pour enlever des limites qu'il portait et qu'il confinait justement pour élargir son savoir, puis l'amener aussi à s'ouvrir au-delà de ce qu'il y a après la mort, parce qu'il y a des croyances qui sont très limitatives au niveau de son ego, puis qu'il avait besoin de passer là-dedans pour purifier. Mais chose certaine, c'est que même la COVID a affecté son cœur, pas le chakra, mais le cœur physique. Donc, ça a contribué à avoir un petit peu plus de difficultés absorbées par là. Mais le problème, c'est qu'il est trop sérieux. Il a vraiment besoin de joie, puis d'énergie rose, mais il n'est pas capable de rentrer dans le rose comme toi, tu sais bien le faire, Benoît, parce que moindrement, l'amour est court-circuité par l'énergie sexuelle. Fait qu'il mélange beaucoup, il pense qu'il est en amour, mais c'est plutôt pris à la homme avec de l'énergie sexuelle. Fait que ça a été aussi une problématique. C'est comme si la mère avait apporté le réconfort nécessaire, que les femmes, après, il n'y a pas eu d'amour. Puis là, rajoute à ça l'insécurité. Fait que s'il y avait une femme qui était là pour son argent, ça passait pas. Puis non seulement ça passait pas, mais tu le vois, le chakra du cœur est fractionné en deux. Fait que ça, c'est clair que c'est une personne que c'est moi, 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 moi. Puis c'est pas très bon dans une vie de couple. Puis tu vois, cette partie narcissique-là a été quand même euh, appuyée par des béquilles comme exemple la drogue et l'alcool parce que justement, ça a été très difficile pour son ego de pouvoir s'ajuster à l'amour, à ce qui en est. C'est comme de l'énergie féminine, il y a une belle sensibilité, une belle réception, une belle écoute, mais en même temps, son énergie masculine est trop dominante. Fait que ça crée des clashs un peu entre son âme, son être et son évolution. OK, parfait. Je voulais juste apporter une précision pour les trames sonores. On les a mentionnées brièvement, mais il y avait la publicité Don Cochino où il chante puis il danse. Puis aussi dans le film Devil's Advocate, il y a aussi une scène de chant et de danse que tu suggérais. Ben oui, alors voilà pour les trames sonores de Hal, comment son talent et son pouvoir a été dynamisé à travers un peu de fantaisie avec sa pub de Don Cacino. Il y a pas si longtemps, il a reçu un prix comme plusieurs acteurs pour l'ensemble de leur carrière. Puis, lors de cette cérémonie, il y a plusieurs de ses pairs, entre autres de Robert De Niro, Kirk Douglas et Sean Connery, qui ont dit qu'il considérait le meilleur de sa génération, sinon de tous les temps, en raison de son dévouement à incarner ces personnages. Ouais, mais comme je te disais tantôt, rien ne lui échappe. Il voit tout. Quand il s'y met, là, quand il est présent, quand il est là, c'est très dur à gérer pour les gens parce que c'est un professionnalisme de haut niveau. Puis là, quand il arrive, il dit quelque chose, t'oses pas non plus l'ostiner ou quoi que ce soit. Fait que il fait partie des très exigeants avec qui traiter. Mais tu vois, pour un jeune comme Keanu Reeves, c'était comme plus facile parce qu'il y a de l'admiration, mais il y a en même temps l'audace de pouvoir y aller avec sagesse. Puis ça, il y a une reconnaissance là-dessus. Puis en passant, entre Al Pacino puis Sean Connery, c'est très particulier l'énergie qu'il y a entre ces deux-là. Parce que tu vois, on recule, c'est à peu près dans les années 1742 et là, c'est en Islande. Et Sean Connery a un ranch, une ferme. Et puis Al Pacino, il y a la ferme, le ranch voisin et sont en compétition longtemps jusqu'à temps qu'ils soient obligés de s'unir pour régler un problème. Je crois que c'est en lien avec de l'inondation. Et en tout cas, à cause d'un dérèglement naturel, ils ont comme pas le choix de s'affilier. Puis ça s'est avéré à être une complicité extraordinaire, une grande force, c'est comme deux piliers qui se sont vraiment
entraidé et solidifié et en même temps, c'est devenu une relation extraordinaire. Je crois même qu'il y a des raisins là-dedans. Je sais pas trop. C'est pas juste un range d'animaux là. Il y a de la culture, du vin entre autres, mais c'est pas que des vignobles là. Fait que c'est varié, des ranges variés. Et c'est quand je regarde l'énergie de Al Pacino, Sean Connery, c'est comme il le considère comme euh, pas invulnérable, mais le mot est passé vite, je l'ai échappé. Mais il y a une reconnaissance d'un allié véritable en arrière de ces deux hommes-là. Et leur relation d'âme se passe dans le blanc et le jaune. Alors, c'est particulier parce que Sean Connery, il y a beaucoup de verre, comme on l'a vu dans son émission avec Harrison Ford, mais par le jaune, ça communiquait bien. Et il y a un allié véritable qui est entre ces deux hommes-là. OK, parfait, merci. Je ne ferai pas la liste de toutes les célébrités qu'on a déjà vues avec qui travaillé, mais je vais quand même en mentionner quelques-unes. Il a travaillé avec Lady Gaga dans House of Gucci, qui est quand même assez récent. Je crois que ça a eu des bons commentaires. Aussi avec Meryl Streep dans la série Angels in America. Puis, il a joué également avec Russell Crowe, Robin Williams, et il a joué avec J-Lo aussi. Quand même, hein? Il y a bien des affaires que j'ai pas vues là-dedans, mais en tout cas, c'est intéressant. Parfait. Donc, moi, ça conclut pas mal ce que j'avais sur Al Pacino. Excellent, excellent. Donc, Robert De Niro, première trame que tu as choisie, c'est un karaoké tiré de Dirty Grandpa. Puis en fait, il y a aussi une chanson de Céline, Because You Love Me, qui joue en trame de fond. C'est un film intéressant qu'il a fait avec Zac Efron. Zac Efron, jeune fin vingtaine qui va se marier, mais qui est très sérieux, là, vie rangée, valeur, etc. Et puis, il est pogné pour s'occuper de son grand-père, mais son grand-père, c'est un genre de «Ah, faut que je me lâche, là, j'en peux plus de me retenir depuis ces années-là». Fait que il l'amène dans un spring break étudiant. Fait que là, tu vois, lui, il est plus à l'école, puis il est avec le grand-père à côté, mais tu le vois, il est en forme. Ça, c'est du mon Dieu, Robert, quelle discipline qu'il a. Et ça y vient justement de son verre. Et il a réussi avec le temps, je te dirais à partir des années 74-75, le blanc a commencé à venir l'aider, mais il était d'une dominance verte en passant. Et c'est une personne qui par son éducation paternelle, il a appris la discipline. Je ne sais pas si son père était militaire, mais ce que ça l'a amené dans son troisième œil, c'est des codages justement hautement militaires. Donc, beaucoup de discipline, beaucoup de je me tiens droit, je me tiens serré, là, je m'applique. Tu sais, c'est une personne qui a été quand même extrêmement disciplinée. Et quand on le voit justement dans le film avec Zac Efron, le grand-père, là, écoute, le monsieur, je sais pas, il est rendu à quel âge, mais il est encore avec le six-pack, puis les muscles, puis tout ça. Fait que sa discipline militaire qu'il a eue, cette rigidité-là, mais qui a amené quand même des résultats importants. Parce que justement, c'est un être extrêmement discipliné comme les vers le sont, en passant. Ben justement, ça lui a permis de pouvoir réussir à garder une espèce d'air d'aller pendant toutes ces générations et tous ces projets. Puis c'est une personne très rapide, hein? Fait que c'est une personne qui niaise pas. Il fait la scène, let's go, très professionnel en partant. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va tellement vite que ce sont les autres qui sont à s'adapter. C'est pas lui qui s'adapte aux autres. C'est tu t'adaptes à moi, puis là, tu prends le grand professionnel que je suis, ben t'adaptes puis tu suis. Fait qu'il y a comme un leadership qui est incontestable aussi. Alors ça, c'est la particularité de nos deux vedettes ce soir. Aujourd'hui, ce sont deux êtres que tu confrontes pas. C'est pas compliqué. Ils savent qui ils sont, ils savent où ils s'en vont, ils savent ce qu'ils font, ils savent tout.
Fait qu'à partir de là, tu t'adaptes puis tu cours en arrière, ça, c'est pas leur problème, mais soit au service, soit allumé, puis si ça fait pas ton bonheur, tu débarques. Les autres, ils niaisent pas avec la POC. Les deux sont pareils là-dessus. Oui, tout à fait. Puis j'ai même lu que non seulement il incarne à fond ses personnages, mais pendant toute la durée des tournages, sur plusieurs semaines, il reste en mode personnage, même à l'extérieur du tournage. Oui, ça, c'est très difficile à gérer pour quelqu'un qui est à côté, là. Mais d'un autre côté, si ça lui permet d'avoir la recette gagnante pour être dedans, parce que, tu sais, Robert De Niro, il y a toujours un fond de Robert De Niro, peu importe où c'est que tu le prends, mais il y a l'aisance de vouloir jouer hors de sa zone de confort, puis d'arriver à être stimulé par l'image, puis il y a de l'humour, hein, et ça paraît pas, là, mais c'est un modèle qui a quand même plus de jaune dans ses énergies qu'Al Pacino, fait qu'il est quand même plus rigolo, mais tu peux pas arriver au rigolo de Robert si t'as pas démontré le sérieux que tu fais preuve dans ton implication dans ce que tu fais. Et là, c'est le rigolo vient quand tout le monde a bien fait sa job, tout le monde s'est bien adapté, puis là, c'est presque fini. Là, on peut se permettre de rire puis de rentrer là, dans cet espace-là. Mais c'est quelqu'un qui a un troisième œil quand même assez allumé. OK? Je dis pas qu'il voit des fantômes, des auras, puis etc. Mais il est capable de voir la justesse de où l'énergie passe. Puis il a l'aisance de pouvoir suivre le courant lumineux de son troisième œil pour aller chercher la parfaite vibration harmonieuse pour pouvoir bien l'incarner dans la matière. Et il est très doué pour ça. Euh, c'est pas par le vert qu'il passe pour arriver à ce niveau-là, mais ce que je vois, c'est qu'il y a de l'aide des jaunes en arrière. Donc, c'est pas une couleur dominante, mais le jaune est plus facile pour Robert De Niro que pour Al Pacino, entre autres. Al, il en avait besoin, mais Robert en a un petit peu plus, mais c'est pas sa couleur propre d'âme. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est très difficile parce qu'il y a un niveau de contrôle qui est très, très élevé. À cause de ces exigences-là, il y a un côté macho. C'est pas facile pour lui de se rapprocher de son cœur, de se rapprocher de son âme, de se rapprocher d'une femme, puis d'aimer inconditionnellement. Il y a trop d'humeur pour arriver à ce résultat-là. Alors, c'est quelque chose qui manque un peu à sa conscience et c'est un petit peu là-dessus qu'on va orienter notre intention avec notre prière, si on peut dire, qui puisse être mieux entouré des roses. Avec sa famille, il y a un peu de rose qui peut rentrer, mais ça reste pas. Probablement à cause de ce que tu viens de dire, s'il rentre dans son personnage, il rentre dans son personnage, même si c'est tant de famille, fait que ça devient un peu compliqué. Mais lui, il a besoin de rose pour s'adoucir, pour être plus doux. Il se voit pas comme vieux, puis il y a tellement comme de stimulation puis de projets, puis il y a quand même une belle santé, quoique lui aussi a un problème avec son cœur, c'est probablement son cœur qui risque de lâcher. Mais tu vois, à 87 ans, je le vois encore avec des projets, puis je vois encore avec la lumière. Fait qu'il est comme dans une zone de dharma où ce que il avance, il avance, il avance, il est pur, il est pur, il est pur, puis il est presque magique parce qu'il n'y a presque plus rien non plus qui le contraint dans l'expérience matière, entre autres au niveau karmique. De quel âge? Il a 81, puis il mesure 5 pieds 9, 5 pieds 10. Ouais, j'ai 5 pieds 10, oui, c'est ça. Mais en tout cas, tu vois, jusqu'à 87 ans, ça roule, puis c'est des beaux projets de lumière qui continuent. Fait que c'est pas un retraité qui va nous surprendre demain matin, là. J'ai pas vu d'où pouvait provenir une discipline militaire parce que ses deux parents étaient peintres et sa mère aussi poète. Wow, deux artistes. Non, ben c'est ça, son père, même s'il était peut-être pas militaire de formation, il avait quand même une éducation militaire qui l'amenait à la discipline. Fait que c'est pas parce que tu fais de la peinture ou que t'es poète que ça veut pas dire que tu sais, ça te prend de la structure pour pouvoir avancer puis réaliser tes affaires. Fait que c'était pas juste un poète tête en l'air là ou je sais pas trop quoi. Il y avait vraiment une structure éducative de type militaire qui a été transmise parce que c'est vraiment ce qui lui a servi. Puis en passant, ce que je peux te dire, c'est que dans le cas de Robert, c'est que
il utilise ses sens. Je check bien ça. Mettons qu'il entend quelque chose ou quoi que ce soit, il prend une pause, pas longue. Et là, l'énergie réfléchit, ça y amène dans le cœur, puis là, il prend sa décision. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui a fonctionné au-delà du cadre de l'éducation de type, entre guillemets, militaire. C'est qu'il a réussi à faire réfléchir l'information pour réellement arriver à connecter à ce qu'il veut en son être, en son âme. D'où le pourquoi qu'il y a beaucoup de blanc avec son verre. OK. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 3 ans, mais divorcés officiellement à 12 ans. Puis il y a un de ses grands-pères qui était souvent avec lui, je crois, pour l'aider durant cette période-là. Son grand-père est encore très proche, hein. Je veux juste te dire, c'est un bon bonhomme qui avait de l'intérêt pour lui et ça l'a aidé à grandir, puis à avoir également un sentiment de confiance, d'être porté, puis de pouvoir aller plus loin, puis d'atteindre des objectifs. Ça l'a contribué. Puis son grand-père, aujourd'hui, est blanc. Fait que je crois qu'il a continué à l'aider encore jusqu'à aujourd'hui. OK, parfait. Il dit que son premier rôle au théâtre, c'était à 10 ans. Il a joué le lion peureux dans Le Magicien d'Oz, puis il dit que ça l'a aidé à se dégêner. Puis plus tard, il a poursuivi dans des études de théâtre. Tu vois, à l'âge de 10 ans, il y avait déjà de l'intérêt pour jouer de la claquette. Fait que c'était plus fort que juste je veux m'en aller là-dedans. Il y a quelque chose qui est animé en son âme pour être dans la libre expression et la fluidité du mouvement. Et le don de la claquette a servi beaucoup à ça. Je sais pas même s'il en a fait plus tard, mais en tout cas, à 10 ans, il y avait déjà la claquette qui était là pour l'aider. À 20 ans, il est allé en France pour étudier le français, puis il dit aussi pour prendre ses distances avec son père. Puis il a joué dans plusieurs films. Il disait que c'était plus pour le plaisir ou pour avoir de l'argent que pour apprendre comme tel. Tu sais, quand tu as dit qu'il a pris une distance avec son père, là, j'ai comme vu qu'il y avait un rejet de la structure rigide militaire. Tu comprends-tu? À un moment donné, ça presse, là. Mais là, c'est comme, ouf! J'ai besoin d'air, j'ai besoin de rejeter tout ça, puis de reprendre mes formes, puis de reprendre ma direction à moi. Mais quand même, il a réussi à épurer pour garder l'élément de la structure, discipline pour accomplir chacune de ses missions consciemment. C'est une personne qui est très près, qui est très présent, qui est très en contact. Puis comme je te dis, il y a un modèle d'écoute de son intuition, de son âme, qui est très élevé aussi. C'est pour ça qu'il a toujours été bien connecté, puis bien suivre son mouvement. Parce que quand tu regardes la vie de l'homme et non pas de l'acteur, là, il n'a pas nécessairement fait de bavure comme telle. On l'a pas vu en prison, il s'est pas fait arrêter. Il a quand même vécu ça très intelligemment. Puis grâce à sa sensibilité, il a trouvé un équilibre entre le travail, parce que c'est un workaholic, évidemment, qui a axé sa performance, mais en même temps, il a jonglé ça avec un équilibre de sa lumière et de son âme. D'où le pourquoi qui est quand même assez très complet et qui est avisé, il reçoit bien les signaux et il capte bien les notes justes, les fréquences, d'où le pourquoi qui est capable d'exceller dans sa création dans la matière. Il disait que à 18 ans, il avait vu des acteurs à la télévision, puis il a dit qu'il avait la conviction de pouvoir être aussi bon, sinon meilleur qu'eux, puis qu'à son premier vrai rôle, il a pu improviser et être lui-même. Puis quelqu'un a dit de lui, il est plusieurs choses à la fois. C'est un homme de la rue, mais extrêmement sensible. Il trouve la libération et l'épanouissement en devenant d'autres personnes. C'est son plaisir de vivre dans le travail en s'y dévouant entièrement. Ouais, ben c'est ça. Comme je te dis, il y a une bonne connexion avec son âme, son être. Puis quand il rentre là-dedans, ben il s'amuse, puis il transforme.
D'où le pourquoi qu'il y a beaucoup de blanc, il a épuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses espaces karmiques, de ses espaces de vie, de ses peurs, de ses programmes, de ses mémoires. Fait que c'est pour ça qu'il est excellent là-dedans, parce qu'il y a une bonne connexion avec son être à la base. Puis quand tu parlais des acteurs qui l'ont influencé, j'ai vu, comment il s'appelle? Ginger Rogers avec de la claquette. Fait que c'est comme l'impression que la claquette, elle a influencé ça aussi. C'est venu comme le chercher à ce niveau-là. Puis j'ai essayé, j'ai été plus loin, hein. J'ai essayé de voir si c'était connecté entre Robert puis Charlie Chaplin. Là, il y a eu une hésitation. Fait que c'est pas Charlie qui est venu le chercher particulièrement. J'ai essayé de voir c'était qui se trouvait meilleur, tu sais. Mais en tout cas, celui de la claquette, là, il a bien passé, lui. Je sais pas si c'est Gene Kelly, je m'excuse. J'ai vu l'homme, je le connais pas, mais j'ai vu l'homme qui passait avec sa scène de claquette, puis c'est venu le chercher. Fait que me semble, c'est probablement Gene Kelly ou en tout cas. Fait qu'il y Parfait. a un processus intéressant, excuse-moi Benoît, d'épurer au fur et à mesure qu'il avance et c'est son grand secret de maîtrise. D'accord. Comme deuxième trame, tu as choisi de Singing Mammoth, qui est un chant et danse. Oui, ouais. Quelque chose que je n'avais pas vu et que j'ai découvert sur YouTube. Alors, je me suis dit, je dois pas être la seule. Il est en groupe, là, puis il est très jeune. Je sais pas, il a peut-être 20 ans maximum, là, mais tu sais, avec son costume brun beige, là, tu sais, c'est full cliché 70, là. En tout cas, je trouvais ça intéressant de le voir dans un groupe avec d'autres personnes. Tu sais, c'est un Robert que je connaissais pas. Parfait. Comme œuvre caritative, il y en a quand même plusieurs. Cancer, sida, diabète, Parkinson, éducation, enfants défavorisés, personnes âgées, sinistrés, anciens combattants, femmes, paix, droits de l'homme, environnement et animaux. Ah, ben regarde, tu vois, l'ancien combattant, là, tu vois, s'il sait que c'est Mhm. quelque chose qui l'a aidé, puis il le retourne. Je suis très surprise parce que autant que Hal puis Robert ont une faiblesse au niveau du cœur, les deux n'ont pas donné dans cette direction-là. Fait que c'est peut-être quelque chose qui va servir pour après. Mais oui, puis tu vois, quand il a fait ces causes-là, c'est sa lumière blanche, mais il est pas dans une couleur verte à ce niveau-là, c'est orangé. Donc, c'est important de retourner à la terre au niveau de la couleur orangée. Fait qu'il fait vraiment comme dans un espace où c'est son énergie féminine qui amène cette contribution-là pour faire avancer les choses. Et puis, je viens de voir qu'il a peur de faire des erreurs. Alors ça, c'est quelque chose de très surprenant qui doit aussi lui amener beaucoup de pression. Tu sais, quand tu as peur de faire des erreurs, ben, tu mets toute ton énergie à l'effet contraire pour ne pas en faire du tout. Et ça l'a quand même apporté des déséquilibres au niveau des programmations de sa fréquence cardiaque. Fait que c'est comme pas ajusté, c'est pas en équilibre, puis ça y met un petit peu trop de pression. Et ça vient aussi de la confrontation qu'il y avait avec son père. Fait que c'est ça, Robert De Niro qui a besoin de Rose pour juste ouvrir, laisser aller. Mais tu vois vraiment que c'est un workaholic. Ça, Al Pacino, il le faisait peut-être sur l'insécurité, ok. Lui, il en mange du workaholisme. Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est par passion qu'il travaille autant. Et ça, ça lui amène de l'énergie d'être rigolo. Fait que c'est une personne probablement qui n'aime pas s'ennuyer et qui n'aime pas quand c'est plat et posé et calme. C'est vraiment quelqu'un qui va plonger dans l'action, puis c'est au cœur central de son élévation. Fait qu'il carbure là-dessus. Fait que tu vois qu'il y a un autre niveau avec Al Pacino qui le distingue. Parfait. Côté santé, j'avais pas de note de problème de cœur. Par contre, il y a eu un cancer de la prostate il y a une vingtaine d'années. Sinon, peut-être des petites blessures dans des tournages, mais rien de majeur.
Ben non, son cœur, si je te dirais, c'est la faiblesse qui est là, mais pas suffisamment pour dire on va l'opérer avec un pacemaker ou quoi que ce soit. C'est probablement une cause de départ, une porte de sortie, de dire OK, là j'en ai assez, clac, crise cardiaque, on s'en va. C'est plus dans cette optique-là. Puis non, c'est ça, je te dis, il y a une discipline pour être en forme de même. C'est ça, je te dis, dans le film avec Zac Efron, j'ai été surprise. J'ai dit, wow! Le papy est donc bien extraordinaire, là, tu sais, dynamique, en forme, musclé, en shape, puis il se met en bédaine là-dedans, pas de problème, il fait des acrobaties, let's go. C'est bon, c'est un film, mais il y a quand même le corps, là, tu sais. Dans un film, tu peux pas te promener avec le Photoshop, là, tu comprends? C'est pas un filtre qu'on met sur le corps de la personne. Puis c'était trop évident que c'était lui, tu pouvais pas mettre une parure ou tu sais, un faux corps. Fait que non, c'est ça, je te dis, il y a quelque chose de très intéressant et de mystérieux parce que c'est pas lui qui va crier ses recettes de victoire ou comment je me suis pris pour garder mon équilibre, ma santé, etc. Le secret de sa discipline reste inconnu et j'espère un jour qu'il y aura une biographie quelconque pour nous partager comment il a réussi à compléter son réseau d'êtres avec son âme pour entreprendre autant de victoires en un seul homme. Il y a quand même une fortune de 500 millions. Ah oui, ben, il a travaillé plus que l'autre, hein? Puis des films importants, tu sais, c'est comme moi j'ai jamais vu ça là, mais tout le monde l'aime pour sa prestation dans Le Parrain. Moi dans ces films de mafia, j'ai bien aimé Analyse-moi ça et Analyse-moi ceci avec Billy Crystal, Lisa Kudrow. J'ai trouvé que c'est des mafias à comédie. Moi, c'est plus dans mon style, mais il a fait quand même des grands succès, là, des classiques. Tu sais, Le Parrain, c'est indétrônable, là. Oui, tout à fait. Chose intéressante, c'est probablement de toutes les célébrités qu'on a fait depuis le début, celui où il y a le plus de liens avec d'autres célébrités. En tout cas, j'en ferai pas Ah toute oui. l'énumération. Puis, sinon, fait intéressant aussi, il y a eu quand même quelques relations d'importance. Il y a eu plusieurs enfants avec ces relations-là. Par contre, il y a deux d'entre eux, ou plutôt trois d'entre eux, viennent de mères porteuses. Il a aussi adopté une fille d'une relation antérieure également. Il y a aussi un fils autiste. Donc, une de mes questions, c'était, est-ce qu'une âme peut avoir un lien aussi important avec sa mère biologique qu'avec une autre âme qui l'élève? Oui, ben oui. Des Oui. fois, même si c'est conçu comme ça dans le plan, si j'arrive par elle pour aller chercher, exemple, les codages dans l'ADN, etc. Mais tu le sais que c'est pas là que ça se joue pour ton éducation. Fait que le changement de famille est important pour le plan de l'âme, de l'être, effectivement. Que ce soit femme ou gars, là, tu sais, quand tu dis il y a eu une conjointe, là, il y a eu un enfant, puis l'enfant, elle voulait plus être avec sa mère, elle voulait aller avec lui, il l'a adopté. Ben, ça fait partie du grand plan aussi. Ça, c'est sûr, tu peux pas arriver là. Pourquoi? Parce qu'il pouvait cheminer plus facilement avec. Mais tu vois, lui non plus, OK, amoureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est pas pour la même raison que Hall. Lui, dans son processus, il est assez fusionné avec qui il est. OK? Quand je te disais qu'il y a un contact avec son âme, puis qu'il rentre pleinement dans son moment ou dans son personnage ou dans etc., il est bien à l'écoute puis il est structuré. Fait qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. D'où pourquoi je te disais, ça y prend plus de rose. Fait que c'est le coût que ça coûtait. Oui, il est prêt à prendre charge des responsabilités des enfants. Il les aime bien, c'est rigolo. Il aime ça, être entouré. Ça y enlève le fait d'être autonome, puis de se sentir tout seul. Ah, il est plus rentré dans son sentiment de solitude. Mais Robert, lui, le fait que ce soit partagé avec, exemple, des enfants adoptés, etc., ben, ça lui permet justement d'être heureux. Ça lui permet d'ouvrir, ça lui permet de rire, ça lui permet d'avoir un autre univers, mais qui n'est pas aussi exigeant, exemple, qu'une mère aurait pu, tu sais, avoir la responsabilité des enfants, elle n'aurait pas pu travailler comme Robert travaille tout le temps. Fait que ça a été, il a réussi à trouver un espace où c'est moi,
Mon être, mon âme, tout passe par son processus. Qu'il soit entouré d'enfants charmants, c'est super, il n'y a pas de problème avec ça. Mais amoureusement, c'est pas assez solide. Son cœur, il n'y a pas assez de rose, c'est pas assez ouvert. Ça permet de fonctionner, mais en même temps, il est trop intelligent puis il manque de temps. Fait qu'il y a une peur aussi de pouvoir s'investir véritablement amoureusement en amour. Il l'a jamais vécu dans cette vie-ci, puis c'est pas ouvert pour que ça arrive. Fait que c'est vraiment pas dans son plan. Lui, ça l'amuse d'avoir du monde, ça le stimule, puis ça lui permet de se compléter, puis d'aller différemment, puis d'être lui-même, puis de faire ce qu'il aime, puis ce qu'il veut, puis ce pourquoi il est venu. Parce que ça fait partie de son programme aussi. OK, parfait. Une autre chose intéressante, c'est qu'il a fait des campagnes anti-vaccination, croyant que l'autisme de son fils est la conséquence d'un vaccin. Quel est l'impact de vaccin sur nos âmes? Ben, ça, je vais te dire, il y en a, malheureusement. Moi, exemple, quand j'ai pris un vaccin pour la COVID, j'ai été obligée d'aller avec mon âme travailler sur les effets de l'ARN. J'ai été obligée de libérer des trucs par rapport à ça, des mémoires, etc. Donc, effectivement, ça a des répercussions. Puis au niveau de l'autisme, je crois, c'est le vaccin qu'on donne aux jeunes bébés, là, le RBO, en tout cas, je sais plus trop comment il s'appelle. Puis moi, ben, je savais ça, puis je l'ai pas donné à mes enfants. J'ai attendu, j'ai attendu beaucoup plus tard, afin que ça devienne leur choix à eux. Puis en même temps, ben, les risques étaient pensés aussi pour endommager les bébés. Fait que ça, c'est quelque chose, je me dis, ben, franchement, qui fait partie de son verre. Donc, il y a quelque chose qui est compris là-dedans, puis qui s'est investi aussi à ce niveau-là. Puis il l'a vu, il a vu le bébé changer, il a vu les répercussions. Fait que pour lui, c'est carrément, ça fait partie de son expérience. Puis il a milité là-dessus, mais pas tant, parce qu'il est conscient que l'aspect pharmaceutique, les gouvernements, etc., il voulait pas penser à mettre son énergie là-dessus, puis atteindre sa réputation, mais au moins, il a observé, puis il est conscient de tout ça, puis effectivement, en son âme, je vais dire, son bébé lui a pardonné en passant. Puis ça fait aussi partie de la trajectoire de l'évolution de l'être. C'est comme l'être a accepté de changer un peu ses codages, puis en même temps, c'est venu toucher quelque chose qu'il y avait dans la lignée maternelle de Robert, de sa deuxième génération en arrière dans la famille maternelle. Donc, c'est quelque chose qui a rehaussé, qu'il y avait probablement dans son ADN, puis ça a été réveillé et activé par le vaccin. Fait que c'est quelque chose, me dire, qu'il regrette. C'est quelque chose qui l'a pris personnel et c'est absorbé par son chakra cœur parce qu'il y a une zone qui est comme plus moelleuse et fermée puis grise un peu. Fait qu'il l'a vraiment pris personnel, il est très déçu de ça, puis il a combattu pour essayer de se défaire de ce sentiment-là, mais il n'est pas arrivé. Mais j'ai regardé l'âme de son fils, puis il a accepté la chose. Fait que son fils n'est pas en rébellion de ça. Il s'est plutôt accommodé de la situation d'une manière ou d'une autre en l'acceptant, mais en même temps, c'est comme si son fils était assis c'est comme il a comme compris que il composait avec ça sans nécessairement se rebeller ou fighter ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme si son fils il est assis, il a accepté que c'est comme ça, puis voilà. Son fils est plus bleu cobalt en passant. Fait que, OK, parfait, merci. Comme troisième trame, tu as choisi Twinkle Toes Shakespeare tiré du film Stardust. ben oui. Ben oui, il a joué du Shakespeare, Robert. Puis c'est pas que je savais qu'on allait parler de l'égrégore de Shakespeare, mais ça en fait partie. Parfait. En fait, j'ai pas mentionné pour Al Pacino aussi, mais lui aussi, il a joué dans deux films de Shakespeare. Est-ce qu'il y a déjà eu une vue antérieure avec les trois regroupés? Oh, ben, tu sais, comme je te disais, Al Pacino, il était responsable de théâtre, puis il en avait passé du Shakespeare à son théâtre, ça, mais c'était pas dans le temps où William Shakespeare était là. Maintenant, tu me poses la question, puis j'essaie de faire le triangle, puis je vois rien. Fait que je Non, crois OK. pas que les trois ont été réunis pour quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que dans les valeurs du cœur de Al Pacino, il y a vraiment
une reconnaissance, une passion profonde pour William Shakespeare. Donc, probablement, quand il avait son théâtre, il y avait quand même de l'énergie de William qui passait à travers lui, c'est clair. Et tu vois, c'est quelque chose qui était quand même bien ancré. C'est un don qui l'a poursuivi en développant justement d'autres projets, en ramenant probablement ce coup de cœur de cette culture-là. Fait que non, ça fait partie de la progression. Puis ça, c'était drôle aussi parce que tu vois, là, on voit que William Shakespeare est venu toucher plusieurs incarnations. Alors, c'est pas juste une passion qui arrive où j'aime William Shakespeare. Non, regarde, il l'a travaillé, puis il le ramène aujourd'hui à un autre niveau, de plus haute maîtrise, évidemment, parce que son don, il s'est développé dans cette incarnation aussi. Fait que, puis probablement que s'il revient puis il touche encore dans ces affaires-là, il va probablement replonger et reprendre où il a laissé Shakespeare pour l'amener à un autre niveau. Dans mon cas, non, parce que moi, j'ai eu une incarnation où j'avais vraiment été un homme qui aimait beaucoup lire du Shakespeare, mais aujourd'hui, je suis plus là du tout. Mes énergies sont passées ailleurs. Mais le trip, entre guillemets, peut durer plusieurs incarnations, là. Comme exemple, ceux qui sont fanatiques de Jésus, ben, ils ont peut-être été à Jésus pendant plusieurs incarnations. Donc, ça devient très difficile à déloger comme croyance à un moment donné parce que ça fait plusieurs incarnations qui sont comme repris ou réactivés d'une manière ou d'une autre. Fait que ça, il faut arriver à enlever tous les codages d'attachement que, entre autres, la religion bouddhique dit pour arriver à aimer inconditionnellement, mais sans retenir ou fixer quoi que ce soit. D'accord. Moi, pour les films, mes films préférés de Robin, ou plutôt Robert De Niro, il y avait Les Incorruptibles avec Kevin Costner et Sean Connery, puis aussi L'Éveil avec Robin Williams. Ah oui, je te remercie. C'est deux films que je n'ai pas vus. Donc, c'est intéressant. C'est des grands acteurs avec qui il a pu jouer. Puis, c'est ça, il a tellement joué avec plein de monde à travers de toutes ces incarnations-là. Je sais pas, moi non plus, c'est quoi mon film préféré de Robert De Niro. Tu sais, j'en ai regardé plusieurs que j'ai bien aimé, mais tu sais, dire, ah oui, ça c'est mon film préféré, je suis pas capable de te répondre à brûle pour point comme ça. OK. Il y a deux autres liens que je voulais faire. Meryl Streep a joué avec lui, puis elle a dit, il a été mon phare et mon inspiration depuis 50 ans. Elle l'aime, puis je pourrais même dire qu'il y a peut-être eu quelque chose amoureusement parce que je l'ai vu dans un lit, puis elle serrait dans ses bras. Fait que là, est-ce que c'est une image de fantasme que j'ai captée ou c'est quelque chose de la réalité? Je m'avance pas là-dessus, mais il y a plus qu'une relation de travail entre eux deux. OK. Puis, finalement, je vais terminer avec Bradley Cooper, avec qui il a joué à deux reprises. Puis Bradley a dit que Robert a été très encourageant et bénéfique pour lui suite au décès de son père, parce que De Niro l'avait rencontré personnellement pour l'encourager à persévérer, même entre autres s'il décrochait pas tous les rôles qu'il souhaitait également. Moi, ce que j'ai vu un Bradley Cooper en cow-boy avec un chapeau, un fouet puis un cheval. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils ont déjà eu une incarnation au-delà de cette vie-ci des relations de travail parce que c'était une vie de Far West probablement. Il y a une connexion qui a été rapprochée dans ce contact-là qui venait de l'incarnation du cowboy d'antan. Fait que c'est pas non plus une première rencontre, c'est ça que je peux dire. Parfait. Donc, ça conclut ce que j'avais sur nos invités d'aujourd'hui. Merci infiniment, Benoît, pour la qualité de ta préparation et de ton animation radio. Merci beaucoup aux auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin, et à l'équipe pour la préparation de l'émission. Soyez bénis, passez une belle semaine et on se revoit vendredi prochain à midi. Merci, et à la prochaine.